Bonjour Patrick, Végétosphère. Aujourd'hui, le laurier thym Viburnum tinus, un arbuste qui pousse un peu partout. Un arbuste au port compact, une végétation persistante et une floraison hivernale, voire post-hivernale. C'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre quelques petits commentaires. On se retrouve tout de suite. Shall we begin? Eh bien, nous y voilà, le laurier thym Viburnum tinus, un arbuste plébiscité par la profession, par les paysagistes, les pépiniéristes. C'est un arbre vraiment très intéressant à plus d'un titre, parce que quand on recherche des arbustes à feuillage persistant qui peuvent rentrer dans une haie ou être décoratifs en pot ou en isolé, persistant et avec une fleur rapidement visible à la sortie de l'hiver, il n'y en a pas 36. Je pense que le laurier thym remplit parfaitement ce rôle-là. On pourrait parler du Chosia ternata, l'oranger du Mexique, mais lui, il a une floraison beaucoup plus tardive. Alors, présentation du laurier thym, Viburnum tinus pour le nom latin. Sa famille, c'est les Caprifoliaceae. Il y a à peu près 200 espèces et une multitude de variétés par espèce, vous vous en doutez, et en particulier pour le Viburnum tinus. C'est une famille qui est originaire d'Europe, essentiellement, Europe centrale, Europe caucasienne. On va en retrouver en Amérique du Nord, on va en retrouver même dans les parties tempérées de l'Amérique du Sud, vers le Chili et le Pérou. On en trouve aussi au Japon et en Asie, bien évidemment. Alors, celui qui nous intéresse, c'est le laurier thym, et celui-ci est spécifiquement méditerranéen. En tout cas, c'est un sujet qu'on trouve à l'état sauvage, Viburnum tinus type. On le retrouve à l'état sauvage dans la garrigue ou dans l'arrière-pays niçois et surtout le pourtour de la Côte d'Azur. Il est omniprésent à l'état sauvage. Mais d'abord, cette famille qui est tellement publicitée par les paysagistes, elle a de fiers représentants. Je peux vous parler tout de suite d'un sujet que vous connaissez forcément. C'est le Viburnum boule de neige, donc la boule de neige littéralement, Viburnum opulus roseum. Alors c'est une boule de neige, je vous mets la photo, qui est très parfumée. Donc lui c'est un caduc avec un développement assez échevelé, qui demande de la taille, mais on le retient parce qu'on s'en souvient, parce que cette boule elle est parfumée. Ça c'est une certitude et c'est vraiment très agréable. D'autres viburnums, alors si c'est publicité par la profession, c'est forcément il y a de l'intérêt. Vous avez des sélections japonaises qui sont très étagées, très en plateau comme ça, qui sont vraiment très sympas. Vous avez le Carlésie, le Carlocéphalum qui sont légèrement parfumés. Vous avez le Bonnatense. Vous avez le Viburnum Bonnatense Charles Lamont, qui est une variété qui fleurit en hiver, légèrement rose, avec un parfum qui est vraiment sympathique. Il y a une foultitude de viburnums. On les appelle aussi les viornes, pour faire simple. Vraiment un grand intérêt. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Cette famille a quand même, les Caprifoliaceae, cette famille de viornes, a quand même l'intérêt d'être très résistante à la pollution. C'est pour ça aussi que les viburnums sont souvent utilisés dans les villes. On les voit pas trop sur les ronds-points, mais c'est clair que c'est une végétation résistante à la pollution urbaine et aux gaz d'échappement, etc. Alors on va rentrer dans le détail pour notre laurier thym, notre Viburnum tinus. Alors c'est un arbuste qu'on peut utiliser essentiellement en haie champêtre, parce que le fait d'être persistant et d'avoir une floraison vous permettra, dans une haie champêtre, je vous rappelle la haie champêtre, c'est une composition complètement différenciée au niveau des végétaux présents. On a des caducs, des persistants, des floraisons estivales, printanières, automnales, on a de tout, et le but c'est qu'à certains endroits, comme jadis avec les haies de thuya ou de cyprès, on ait quand même du persistant pour se cacher à longueur d'année, pour avoir une certaine intimité. Et celui-ci rentre parfaitement dans ce rôle. À un détail près, c'est qu'il ne peut pas être à 4 ou 5 mètres, il peut culminer à 3 mètres, 3 mètres 50 grand maximum, celui-ci doit affleurer les 3 mètres. C'est donc quelque chose qui est intéressant pour ce rôle-là. On peut bien évidemment le travailler en isolé. Ici je suis en isolé, clairement je ne suis pas dans une haie champêtre. On le retrouvera d'ailleurs, et ça c'est vraiment étonnant, on le retrouvera d'ailleurs dans nos compositions d'automne ou les compositions de Toussaint, parce que à 10, 15, 20 cm, il est déjà formé, il a déjà cette allure assez compacte et il est même capable d'avoir quelques boutons.
et donc de pouvoir fleurir. C'est-à-dire qu'il s'utilise à tous les stades, c'est vraiment pas un problème. Ça c'est donc pour les présentations rapides. L'intérêt essentiel de cette plante, je pense que pour moi, c'est le fait d'avoir une floraison blanche. Là on est aux prémices, on est fin février et ça va commencer. Je pense que dans 15 jours et surtout avec les douceurs qui arrivent, on aura une floraison qui sera totale. Elle peut perdurer jusqu'à fin mars. C'est une floraison qui n'est pas éphémère. C'est une floraison en corymbe, c'est-à-dire c'est un plateau de différentes petites fleurs qui peut attirer les abeilles. Sachez-le, hein, quand on recherche le bénéfice de nos abeilles, eh bien voilà une plante qui va les nourrir très tôt en saison. Ouais, on est en mars, fin février-mars. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre? Cette floraison, pour le coup, n'est pas parfumée. L'intérêt, la floraison c'est sûr, c'est intéressant, mais ce que je veux mettre en avant, c'est que ces boutons, ce corymbe de boutons, il est présent depuis le mois d'octobre. Et en tant que tel, cette mise en bouton qui est très longue, très longue, est décorative tout au long de l'hiver. Et ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Évidemment, cerise sur le gâteau, la floraison arrive et va durer à peu près un mois. Et parfois, alors là j'ai du mal à vous montrer, mais je pense qu'on va vous montrer quelques fruits. On a des baies qui peuvent perdurer. Donc après la floraison, vous avez là forcément, si vous ne taillez pas trop sévèrement, l'arrivée de fruits, ces petites baies qui peuvent faire l'objet d'une nourriture d'appoint pour nos amis les oiseaux. Ici il en reste quelques-uns, à mon avis ils ne les ont pas vus parce que c'est un peu dissimulé dans le feuillage. Voilà pour la présentation du laurier-thym. Alors sa plantation c'est plutôt une plantation. Alors on dira toujours plantation d'automne parce que les plantations d'automne sont les plus performantes. C'est celles qui vont vous donner un système racinaire puissant et qui vont vous permettre d'affronter l'été suivant où, faut se le dire, on aura de moins en moins le droit d'arroser. Alors là, ça peut poser souci parce que, je vous ai dit tout à l'heure, cet arbuste, il est originaire de la Méditerranée pour l'espèce type. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il tient tranquillement jusqu'à -10, mais au-delà, ça peut coincer. Donc pour tous ceux qui habitent le centre, le Grand Est, le Rhône-Alpes, le Nord, Paris et le Nord de la France, on va rencontrer sporadiquement, momentanément, des coups de froid considérables. Donc en le plantant en automne, il va falloir le protéger avec du chanvre, du lin et un petit voile. Uniquement quand c'est nécessaire, c'est pas la peine de le protéger quand il fait 5 degrés. C'est vraiment quand on a des températures qui vont perdurer au-delà de -3, -4, -5, et ce pendant un laps de temps d'environ une semaine. C'est là où ça coince beaucoup sur ces végétaux. Et si ça perdure vraiment, ce qui va se passer, c'est tout à fait classique, c'est que vous avez tous les boutons floraux qui vont brûler, ils vont sécher littéralement, et les pousses terminales vont sécher. Donc ça, en soi, c'est pas gravissime, on perd une floraison. On retaille tout ça en avril, et on a une pousse dans l'année qui va vraiment coiffer l'ensemble. L'arbuste ne perdra pas de sa majesté et il sera prêt à fleurir en N+1. Voilà pour les petites délicatesses, parce que c'est bel et bien un arbuste de climat doux plus que de climat très rustique. Il tient quand même, je peux vous garantir, jusqu'à -10, -15. Dans la mesure où il est en pleine terre, il n'y a pas de souci. J'en ai qui ont résisté à -20 en 2012. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris un énorme coup de gel, j'ai taillé et derrière la touffe s'est refaite tout à fait normalement. Donc le laurier-thym est quand même un arbuste qui a quelques petites délicatesses. Il affrontera beaucoup mieux les hivers très durs, très froids, qui ont quand même tendance à être de moins en moins nombreux, en pleine terre, alors que s'il est en bac, là ça peut évidemment coincer. Donc s'il est en bac, on le rapproche d'une zone protégée, abritée, et on protégera autant le pot, donc les racines, que la tête. On a toujours tendance à protéger le feuillage, les branches, et on oublie de protéger les racines qui sont dans le pot. C'est au moins aussi important, si ce n'est plus important. Voilà pour, je dirais, la culture, l'hivernage. La plantation, quand on l'a fait, un bon terreau de plantation. Ici, on est sur Besançon. On est dans le jardin de Mireille et de Bernard, et on ne peut pas dire que sur Besançon, ce soit une terre très meuble, surtout dans les collines. C'est rempli de cailloux, et celui-ci a fait son chemin. Il a une dizaine d'années. Ah oui, ça veut dire qu'il ne pousse pas très vite, parce qu'il a dû arriver à cette taille-là, il devait faire 80 cm. Et aujourd'hui, il en fait quand même 2 mètres. Donc, c'est pas un rapide. C'est une pousse de l'ordre de 10 cm par an que l'on taille chaque année après la floraison. On peut garder les baies, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais grosso modo, ça pousse
relativement lentement. Voilà pour les soins. J'ai oublié de vous parler des arrosages et de l'engrais. Alors quand on le plante en automne, on arrose abondamment pour éliminer toutes les poches d'air. Et c'est sûr qu'on est moins embêté pour le premier, le deuxième et le troisième été parce que la plante se sera enracinée beaucoup plus profondément. Pour ce qui est de la fertilisation, c'est une fertilisation azotée au départ. C'est nécessaire pour le faire pousser. On peut apporter un stimulant racinaire du type Ozyril pour pouvoir lui permettre de mieux s'enraciner. Et derrière, parce que c'est quand même un arbuste à fleurs, un petit engrais potassique à partir du mois de juillet est particulièrement indiqué. Donc si vous avez de l'engrais rosier, ça fait parfaitement l'affaire. Tout ça, c'est pour induire et faciliter et augmenter son capital floraison de N+1, parce que quand on nourrit en potasse en juillet-août, c'est pour induire un bouton qui va apparaître en septembre-octobre et qui va fleurir en mars au mieux de l'année suivante. Voilà pour les soins. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de maladies, d'insectes? Alors en maladie, on ne connaît pas grand-chose. En termes d'insectes, je lui connais le puceron. Donc là, c'est un classique. Et alors ici, c'est le cas. Je veux vous repasser la petite vidéo où on faisait le gros plan de la fleur, car ici on a bel et bien de l'otiorynque. Donc l'otiorynque, c'est un insecte qui est un ravageur qui est assez embêtant, parce que quand on l'a dans les cultures, on est très embêté, et que nous ayons des produits dits chimiques ou des produits naturels, on est toujours embêté parce que ça a été une bestiole très compliquée à combattre. Et sa particularité, comme tous les coléoptères, car c'est un coléoptère, des mandibules très puissantes et une capacité à découper les feuilles en demi-cercle comme ça. Là, c'est une attaque qui est, moi je la connais cette attaque depuis 4-5 ans. Ça a l'air de tenir. C'est pas hyper important, mais enfin, c'est suffisant pour découper ses feuilles. Voilà, l'otiorynque est un peu embêtant, le puceron se traite facilement. L'otiorynque, on peut le combattre avec des nématodes. Pour info, ce sont des choses qui se combattent tout à fait naturellement avec des vers microscopiques qu'on appelle nématodes, qui sont dédiés à l'otiorynque. Pour les variétés, là je suis obligé de prendre mon petit papier. Tout d'abord, vous trouverez du Viburnum tinus simple, basique, c'est l'espèce type, il n'y a pas de raison, c'est celui-là, ça marche parfaitement. On peut trouver un lauriétain F. Price, on peut trouver un lauriétain, donc Viburnum tinus, ça sera le nom complet sur l'étiquette, Lisa Rose, donc celui-ci a tendance à tirer vers le rose, il est vraiment mignon. La Bretagne, c'est un peu spécialisé dans la production du lauriétain, dans sa multiplication et dans l'obtention de nouvelles variétés. Et ils nous ont sorti une variété qui a un nom typiquement breton, c'est Gwenleyane. Je vais y arriver. On trouve un lauriétain à feuillage panaché, donc il ira encore plus lentement dans son développement, parce que les feuillages panachés, c'est donc moins de vert, moins de chlorophylle et une croissance beaucoup plus lente. On a même une variété pourpre. Et on a une autre variété qui s'appelle Spirit. Il y en a au bas mot une dizaine que je n'ai pas cité là. Voilà pour le lauriétain, un arbuste qui est vraiment, je dirais, indispensable, tant l'usage dans le jardin est facile. On l'utilisera en haie, en solo, en bac, en pot, voire en jardinière. Une plante que je considère indispensable et vraiment très décorative. Voilà pour Végétosphère, je vous salue, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit coup de pouce bleu et de mettre des commentaires. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Patrick, Végétosphère, au revoir. Shall we begin?